Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un petit voyage aujourd'hui. Avant tout cela, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement. Canapé, lit, fauteuil, transat au soleil, c'est comme vous voulez. Avec peut-être une petite boisson et quelques petites choses à grignoter, on ne sait jamais. Si vous êtes bien installés, nous allons pouvoir partir. Je vous emmène en Namibie, et plus précisément à Kolmanskop. Alors, prenez vos bagages puisque Kolmanskop est une ville fantôme. Donc il n'y aura pas grand chose à faire sur place à part la visiter. Kolmanskop vient de l'allemand Kolmanskup. Et c'est un village donc, comme je vous le disais, qui se situe en Namibie. Plus précisément dans le désert du Namib, à peu près une dizaine de kilomètres de Lüderitz. Ce village a vu le jour car à l'époque il y avait un grand site d'extraction de diamants qui était très prospère. Malheureusement aujourd'hui ce village est devenu un village fantôme qui est plutôt envahi par le sable du désert. Cela n'empêche pas en parallèle que l'exploitation diamantaire continue. Mais les gens ont préféré quitter ce village pour partir s'installer un peu plus loin. Seules quelques infrastructures du village sont encore utilisées par les mineurs qui viennent travailler, comme par exemple le théâtre ou la salle de jeu. En ce qui concerne l'histoire de ce village, elle a commencé en 1908. Un certain Zacharias Lewala, alors qu'il était en train de travailler de nuit au déplacement du sable qui était charrié sur les chemins de fer par les dunes mouvantes, il va apercevoir dans l'ombre des pierres étincelantes. Son employeur, qui est à l'époque d'origine allemande, va reconnaître tout de suite ce que sont ces pierres. Ce sont des diamants. Pour sa découverte, Zacharias ne recevra ni rétribution, ni récompense. Le message a été posté qu'il y a des diamants au niveau de la future ville de Kolmanskop. De ce fait, les prospecteurs vont arriver. Comme une meute de loups, on pourrait dire, ils vont débarquer dans la région. En 1912, on va construire la ville. Et à cette époque, elle produit 1 million de carats par an, ce qui faisait environ 11,7% de la production mondiale de diamants. Ce qui est, il faut le dire, assez énorme. À son apogée, c'est-à-dire au moment où elle était, pour un terme plus simple, à son carton plein, il y avait à peu près 250 familles d'Européens qui vivaient dans cette ville et à peu près 800 travailleurs qui étaient souvent issus des tribus Owambo. D'ailleurs, grâce au progrès qui va se faire et grâce à l'argent gagné dans ces mines de diamants, Kolmanskop va devenir l'un des villages les plus modernes d'Afrique. Et il passe de simples petits villages à un oasis luxueux perdu dans le désert du Namib. Vous pouviez y trouver un boucher, un boulanger, un bureau de poste, une fabrique de glace, sachant que par jour, les mines pouvaient donner plus de 30 000 carats. Grâce à tout ça, on a pu aussi faire une voie d'eau qui était fournie à la ville. Chaque mois, un navire partait du Cap et transportait 1000 tonnes d'eau, ce qui permettait à chaque résident d'avoir 20 litres d'eau par jour, totalement gratuitement. Ceux qui avaient besoin d'eau supplémentaire devaient payer pour cela. Et à cette époque, c'était à peu près la moitié du prix de la bière. Et comme malheureusement, il manque d'eau douce dans la région, ils vont construire une centrale électrique pour permettre justement de faire de l'eau douce pour pouvoir alimenter les machines à vapeur et leur fournir ainsi de l'électricité et la technologie avancée pour l'exploitation des mines de diamants. Au niveau culturel, la ville bien programmé des opéras par exemple. Ce village était tellement différent et tellement luxueux et tellement en avance par rapport aux autres villages dans les entourants qu'il y avait comme une sorte de folle excentricité qui se dégageait de celle-ci. Il y avait même une très riche famille qui habitait là-bas qui avait domestiqué une autruche qui, à Noël, vous savez qu'en Namibie c'est pas très réputé la neige,
Eh bien, à Noël, c'était pas les reines qui tiraient le chariot ou le traîneau du Père Noël, c'était l'autruche. Cette autruche, elle appartenait à la famille Coleman. Marianne Coleman est fille du contremaître ou Cat Coleman. Elle a vécu à Pomona et à Coleman's-Cove dans les années 20. Et elle a pu témoigner de sa vie justement à Coleman's-Cove qu'elle a passé dans les années 20. Et quand on lui demande comment c'était, elle se souvient du champagne, de la bière, des boissons fraîches, de la nourriture qui était principalement composée de rations sèches, du bœuf par exemple, du poisson en conserve ou du fourrage sec. Lorsqu'on a achevé le chemin de fer, là, ça a permis bien sûr d'avoir des marchandises un peu plus fraîches. Comme je vous disais, ils avaient aussi gardé une autruche de compagnie qui s'amusait donc à tirer son petit traîneau dans le sable pour amener les cadeaux aux enfants. Par contre, cette autruche, elle n'était pas très aimée de ceux qui habitaient le village. Il y avait beaucoup de regards de terreur parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment ce que c'était cette bête. Et certains avaient un regard de dégoût, surtout apparemment les femmes au foyer. En plus des commerces en tout genre que vous aviez à Coleman's-Cove, vous aviez aussi diverses usines et même un hôpital. D'ailleurs, cet hôpital fut le tout premier à avoir un centre d'imagerie à rayon X dans tout l'hémisphère sud. La ville fut pionnière aussi dans le domaine ferroviaire, avec la construction d'une ligne de tramway qui a été la première d'Afrique. Coleman's-Cove avait même sa propre cave à vin. Et apparemment, à l'époque, les deux médecins qui résidaient au village conseillaient d'utiliser le vin comme médecine. Selon eux, les patients récupéraient un peu plus rapidement lorsqu'ils étaient, on va dire, stimulés avec un peu de vin ou du champagne. Il y avait un autre médecin qui était, lui, un chirurgien excellent, qui avait une conception un peu moins exotique de ces additifs soi-disant bienfaisants. Mais lui, de son côté, il était plutôt du genre à encourager ses patients à manger un oignon cru tous les jours. Bonjour la laine, merci le médecin. La prospérité continue pour ce village. En 1927, on va avoir un centre récréatif qui va être construit, où il y aura beaucoup de fonctions et de formes de divertissement. Il y avait dedans une acoustique parfaite, et il avait même été conçu par un expert en Allemagne. Tout avait été prévu pour la gymnastique ou pour filmer des spectacles. On avait aussi une allée qui était immense, un casino et un théâtre. Les différentes pièces avaient été décidées d'être peintes avec des couleurs différentes et avec des frises artistiques. Il y avait également une immense cuisine qui avait une hauteur sous plafond avec des caractéristiques totalement uniques. On avait un espace de travail immense et les cheminées avaient été placées directement sous le plancher. Alors, comme vous pouvez voir, le fait d'avoir trouvé ces fameux diamants, ça a vraiment permis l'essor complet de ce village. Ce qu'il ne faut pas oublier malheureusement, c'est que ça, oui, certes, fait du bien aux personnes qui habitaient en Namibie et donc qui sont venues à Coleman's-Cove, mais le truc c'est qu'à l'époque, la Namibie est une colonie allemande. Elle fait partie des colonies qui sont possédées par l'Allemagne du Sud-Ouest. Donc du coup, elle va hériter du passif colonial qui est malheureusement marqué par la violence. Dites-vous que 4 ans avant qu'ils ne découvrent les fameux diamants de Coleman's-Cove, les Hereros de Namibie avaient tenté de se rebeller contre les colos allemands. Quelle a été la réponse de ceux-ci? Ils ont carrément fait un génocide sur les Hereros. Plus de 60 000 Hereros namibiens sont décédés. Il faut bien replacer cela dans son contexte et ne pas l'oublier. Car même si cette ville est en grand essor, elle n'a pas connu que de belles choses. Maintenant que les diamants sont découverts, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Les années passent et en effet, oui, comme on dit, il n'y avait limite qu'à se baisser pour pouvoir ramasser des diamants. Ils jonchaient carrément le sol du désert et les prospecteurs, quand ils venaient là-bas, faisaient très rapidement fortune. Seulement, c'était pas vraiment du goût des autorités allemandes qui, comme je viens de vous le dire, possédaient cet endroit. Et ils ont décidé de renforcer le contrôle sur cette corne d'abondance en diamants. Ce qu'ils vont décider de faire,
c'est de déclarer une zone de la Namibie Sperrgebied, c'est-à-dire que ce sera une zone interdite. Et l'entrée y était totalement interdite aux citoyens ordinaires ou aux personnes qui voulaient des droits de prospection d'une autre entreprise que celle qui était autorisée par les autorités allemandes. Cette entreprise était basée à Berlin. Les membres des différentes tribus locales vont être expulsés de leurs terres pour pouvoir faire cette fameuse zone interdite. Et on va même les employer comme ouvriers dans les mines de diamants. À cause de cette fameuse zone interdite, ces locaux vont être obligés de vivre pendant des mois dans des baraquements totalement étriqués. Et si l'on peut dire, toute bonne chose a une fin. Car la période faste et la découverte des diamants, etc., va pas durer longtemps pour ce village. Avant les années 1930, la zone va être vidée par toute cette exploitation minière. Dès 1928, le sort de cette petite ville va être scellé, puisqu'on va trouver, malheureusement pour cet endroit, des gisements diamantaires qui sont encore plus beaux et plus riches au monde, qui se trouvaient sur des terrasses de plage situées plus au sud de Kolmanskop. Dû à cela, les habitants vont quitter la ville en masse et ils vont abandonner leur maison sans se préoccuper d'emporter quoi que ce soit. Ils ont tout laissé sur place dans la majorité des cas. En 1956, ce qui est pas longtemps après, quelque part, la création du village, puisque ça fait une cinquantaine d'années à peu près après la création du village, il n'y avait plus âmes qui vivent à Kolmanskop. Au début, on contrôlait les dunes pour empêcher qu'ils recouvrent le chemin de fer, etc. Et bien maintenant, vu que le village est abandonné, les maisons se sont laissées envahir par celles-ci. Comme vous pouvez le voir sur des photos qui passent normalement en fond dans la vidéo. Comme je vous disais, quand c'était tout va bien, nous allons dire la grande période d'opulence, Kolmanskop pouvait importer l'eau potable depuis le Cap qui se situe en Afrique du Sud et qui était à plus de 1000 km de là. Ce qui est important, c'est que même si l'environnement était totalement hostile, dites-vous qu'il y avait jusqu'à 400 personnes qui ont vécu dans ce village. Et 800 personnes ont travaillé dans les mines de diamants. Comme vous vous doutez que c'est une ancienne colonie allemande, les maisons qui y ont été construites ont été bâties sur des modèles de maisons allemands. Si l'hôpital, comme je vous disais tout à l'heure, avait été le tout premier à être équipé d'une machine à rayons X, et cela au début du XXe siècle, ce n'était pas pour rien. C'était tout simplement pour que les mineurs passent par cette machine et pour voir s'ils n'avaient pas l'idée de avaler quelques petits diamants pour leurs besoins personnels. Après que la majorité des habitants soient partis en 56, il restait quand même quelques-uns d'entre eux qui essayaient de rester malgré tout, mais eux aussi finirent par partir dans les années 60. Le village fut alors abandonné et laissé donc au désert de Namibie qui a repris ses droits. Et ce n'est que dans les années 1980 que la compagnie minière de Beers va entreprendre de rénover certains bâtiments et d'en faire une attraction touristique, notamment en ayant l'idée d'y créer un musée. Malheureusement, cela n'a pas vraiment marché et c'est en 2002 qu'une société privée qui s'appelle Ghost Town Tours va se voir attribuer à la concession où se trouve le village pour faire de Kolmanskop une attraction touristique. Dès lors, des bus entiers de voyageurs vont être envoyés pour explorer et photographier les ruines ensablées. Donc vous savez maintenant, vous vous en doutez, que si vous êtes touriste, vous pouvez aller à Kolmanskop pour aller faire une petite visite. Et la plupart des touristes qui y vont sont fascinés par les vestiges et surtout par comment le sable a repris un petit peu ses droits sans toutefois cacher certains endroits, et ça donne un côté quelque part des moments, des endroits un peu magnifiques, féeriques, comme coupés du monde. Depuis que Ghost Town Tour a pris les rênes, il y a des réservations qui sont organisées quotidiennement. C'est à peu près 35 000 touristes qui viennent visiter le site chaque année. Et les recettes que rapportent tous ces touristes, elles profitent à la ville côtière qui avoisine Lüderitz. Si vous décidez d'y aller en voiture, il vous faudra à peu près 15 minutes de route si vous venez de Lüderitz pour aller jusqu'à Kolmanskop. Il vous faudra pour cela traverser plusieurs étendues marécageuses,
Mais en même temps, ça vous permettra de voir un petit peu le paysage, de découvrir aussi les animaux, notamment des flamants roses, qui sont dans ces endroits puisqu'ils ont quelque chose qu'ils adorent, c'est la tranquillité. Pour parler plus clairement de la visite de ce village, sachez que si vous voulez y aller, vous aurez besoin d'un permis. Et celui-ci peut être acheté à l'entrée de la ville. Ensuite, vous pourrez participer à une visite guidée ou directement explorer le site à votre propre rythme. Une fois que vous auriez exploré toute la ville, vous pourrez aussi visiter la Ghost Town Tavern qui a été installée dans l'ancien casino. Il y a un restaurant et vous pouvez y trouver des meubles décorés assez à l'ancienne qui ont été trouvés directement dans la ville fantôme et qui ont été réutilisés pour décorer ce fameux casino réhabilité en restaurant. Celui-ci sert petit déjeuner et des déjeuners légers. Alors vous pouvez voir plusieurs maisons quand vous faites la visite. Vous pouvez aussi voir des bâtiments, vraiment de grands bâtiments. Il reste le bowling, l'hôpital ou encore des demeures coloniales qui sont encore debout, pas totalement en ruine. Certaines autres, malheureusement, ont subi les outrages du temps et sont pas très reconnaissables. Mais pour celles qui tiennent encore à peu près debout, sachez que si vous allez les visiter, vous aurez des petites surprises. Notamment, vous pouvez retrouver des anciennes baignoires ou des éléments de cuisine ou encore des machines d'atelier. Et finalement, le petit musée a été ouvert et il se trouve dans l'ancien casino, à côté du restaurant. Ils l'ont ouvert pour pouvoir témoigner du destin express. Ça, il faut dire ce qui est, parce qu'en gros, il a duré une cinquantaine d'années avant de totalement disparaître. Cette fameuse cité diamantaire au milieu du désert. Vous pouvez notamment voir la maison du comptable Weiss, qui a été construite sur pilotis, mais qui n'a pas servi grand-chose, puisque c'est pas l'eau qui s'en est occupée, mais bien les dunes qui ont à moitié envahi celle-ci. Vous avez aussi la maison de l'ingénieur des mines et qui était aussi gestionnaire, Leonard Cole, qui se détache du flot d'immeubles qui fait un aspect assez linéaire à la ville et qui possède encore un élégant escalier qui mène à l'entrée. Et vous pouvez aussi voir un balcon et un fronton qui domine le deuxième étage de cette maison. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi en déambulant de maison en maison, de bâtiment en bâtiment, tomber sur des objets un peu plus du quotidien et vous imaginez à la place des gens qui ont vécu à cette époque. Vous pouvez tomber sur une baignoire, une carcasse de voiture rouillée, des meubles, les traces d'une affiche jaunie sur un mur, des anciennes cuisinières. Il y a aussi encore certains luminaires qui sont fixés au plafond, les anciens compteurs électriques aussi. Si vous allez à l'ancien casino, il y a encore une carte du bar où vous pouvez voir que l'établissement possédait une cave à vin, du champagne et qu'il proposait aussi de la bière, de la limonade et même des glaçons puisqu'il y avait une machine à glace qui y était installée. Ils essaient comme il peut, les nouveaux propriétaires, de conserver un maximum la ville, mais on ne fait pas totalement ce qu'on veut avec le désert malheureusement. Pour essayer de préserver un maximum le site, on a essayé de voir un nombre limite de touristes acceptés par année, parce que s'ils en acceptaient plus, ça détériorerait de plus en plus, et eux, ils veulent essayer justement de pouvoir témoigner de cette histoire de mine diamantaire en plein milieu du désert le plus longtemps qu'ils le peuvent. Mais malheureusement, même en faisant cela, ils ont remarqué que déjà en une dizaine d'années, donc d'accepter les touristes, etc., ils ont vu une nette détérioration par rapport au début où ils ont commencé à faire venir ces bus touristiques, etc., jusqu'à maintenant. Les structures que vous pouviez voir il y a un peu plus de 10 ans ne sont plus les mêmes, ou dans le même état du moins, que ceux que vous pouvez voir maintenant. Et ils ont eu beau calculer, recalculer. Malheureusement, la ville va bientôt être engloutie totalement par les dunes et donc par le désert du Namib et disparaîtra totalement de la carte. Mais il n'y a pas que les touristes quelque part qui participent à ruiner ces ruines, désolé du mauvais jeu de mots, puisque ça a attiré certains photographes ou aussi l'industrie cinématographique qui ont apprécié
cette ville à moitié sous le sable. Et il y a eu quelques tournages qui ont eu lieu entre les années 90 et 2000 et ça n'a pas non plus aidé vraiment à maintenir le site dans un bon état. Tout ce qu'il y a à retenir sur Commonscope, tant qu'on peut encore en parler et que ce village existe encore, en espérant que ma vidéo restera même quand celui-ci aura disparu pour témoigner de son existence et de son histoire aussi, qui est importante je trouve. Il faudra juste retenir que Commonscope c'est un endroit où règne le silence, sauf quand il y a beaucoup de touristes bien sûr, mais si vous y allez dans un moment assez calme, vous remarquerez le calme, la pureté de la nature. Ce village est quelque part le dernier symbole de cette terre qui a permis la découverte de certains diamants et qui bientôt ne sera plus et où le désert aura totalement repris ses droits. C'est ce qu'il reste d'un monde qui montre, et ça c'est bien vrai, que la nature finira toujours par reprendre ses droits sur des terres pour lesquelles les hommes, au final, ne sont que des gardiens pendant un certain temps. Il ne faut jamais l'oublier, c'est la nature qui reste la plus forte. J'ai voulu vous parler de cette ville déjà pour vous faire voyager en dehors de tout ce qui est États-Unis, France, enfin les villes qu'on connaît un peu, donc c'est pour ça que j'ai cherché une ville d'Afrique et que j'en ai trouvé une en Namibie, et aussi par rapport au fait que ça a été une colonie allemande donc qui a connu ses malheurs, et malheureusement le peu de bonheur qu'elle a connu grâce aux mines, c'était quand même du malheur mélangé à du bonheur, nous allons dire, et qui a duré très peu, puisque comme je vous le rappelle dans la vidéo, je l'ai déjà dit, mais ce village n'a existé qu'une 50aine d'années. Alors tant que vous le pouvez, si vous voulez aller voir ce village, allez-y avant que Mère Nature et le désert de Namib n'aient décidé une dernière fois pour toutes de recouvrir de ces dunes ce magnifique village, puisque pour avoir vu les photos, je peux vous dire que les photographes sont doués, certes, mais bon, il faut déjà avoir un bon sujet de base, et au vu des photos, c'est à mon avis un endroit très beau à voir et très majestueux aussi. J'espère en tout cas, comme c'est le cas à chaque fois, que cette vidéo vous aura plu. Et oui, j'espère à chaque fois que je fais une vidéo que ça vous plaise, je pense que c'est normal. Parce que je fais ces vidéos pour moi, mais aussi pour vous apprendre des choses et découvrir des choses. J'espère que vous avez aimé voyager avec moi. Vous savez que pour me dire cela, vous pouvez tout simplement me laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire qui est réservé à cet effet sous la vidéo. Me dire si vous connaissez d'autres villes fantômes comme ça, qui sont dans des endroits un petit peu moins connus que d'habitude, je sais pas moi, au Népal, en Colombie, au Pakistan, je ne sais pas. Peut-être vous en connaissez que moi je ne connais pas. Tout est possible. Je fais ces vidéos pour faire une bibliothèque assez large en ce qui concerne tout ce qui est surnaturel. Mais moi-même, je ne suis pas un dictionnaire ambulant sur le surnaturel. Donc je ne sais pas tout et vous pouvez m'apporter des informations que je prends avec plaisir. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, lui qui fait toujours plaisir. Et c'est peut-être con, mais ça m'aide aussi, vos commentaires et vos pouces en l'air. Ça me motive quelque part à faire d'autres vidéos parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le sujet, malgré le fait que je ne sois pas une grande youtubeuse qui sait magnifiquement bien faire les montages, magnifiquement bien s'exprimer, etc. Mais qui fait ce qu'elle peut pour partager sa passion avec vous, et du coup ça me touche beaucoup et ça me fait du bien. Et si vous êtes là pour la première fois et que tout ce genre d'histoire vous intéresse, eh bien vous savez que vous pouvez faire une chose très simple qui vous coûte rien du tout, à part un peu de votre temps et encore quelques secondes. C'est de venir vous abonner tout simplement au lieu de venir regarder mes vidéos, surtout si vous venez les voir assez souvent mais que vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas très bien. Vaut mieux vous abonner quand en plus vous payez rien du tout. Et moi ça me fait plaisir de voir numériquement que oui, vous êtes là en plus, vous êtes un de ceux qui aiment parler de surnaturel de sa façon la plus large comme j'ai dit. Et si vous voulez ne rater aucune publication de vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée, vous aurez une petite notification YouTube quand YouTube ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Ça, on peut jamais le prévoir.
Et puis pour terminer, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit le bouche à oreille, les mails, les réseaux sociaux et autres. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.